Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode du Jardin des Sources avec Pierre qu'on a entamé il y a déjà plus d'une heure sans allumer les micros. De toute façon, on ne s'est pas trop vu cette semaine, donc on a rattrapé On avait des choses à se dire. Le temps perdu. Voilà. Comment ça va, Pierre ? Très très bien, malgré le temps. D'habitude, je réagis au temps. J'ai besoin de soleil, j'aime la lumière du soleil. Et là, ça flotte, c'est quand même pas bon. Et je vais bien quand même. Gardons le moral malgré le mauvais temps. Reste à savoir le moral est une question de le garder, c'est-à-dire d'effort. Oui, et puis pour certains, même de l'avoir. Ah oui. C'est l'effort que fait le moral de persévérer dans l'être, tiens. Oui, oui. Du coup, on a eu un courrier des lecteurs à propos de Patrick Devers. Oui. Il y a son frère qui nous a contacté pour dire que tu lui avais jamais pété la gueule, que c'était l'inverse. Je rigole. Non, on a eu un petit message de Maïva, on va le lire, et puis bon, on savait pas trop comment le prendre, alors on s'est dit que on allait improviser, voilà, en quelque sorte. Alors, vous parlez de Patrick Devers, j'aime beaucoup ses films, il m'a toujours fasciné par sa personnalité, tout ce qu'il pouvait dégager d'abîmer chez lui. C'est intéressant, Maïva. Pourquoi ça t'intéresse finalement ? Ce qui se dégage spécifiquement d'abîmer, est-ce que c'est un rapport avec toi ? Comme ça pouvait être un rapport avec moi, parce que moi j'étais passionné de Patrick Devers à une certaine période de ma vie. Mais donc comme je disais à Pierre, on parlait des acteurs, pourquoi pas, mais ça nous échappe, parce que ce n'est qu'une représentation, on ignorera toujours qui sont-ils véritablement. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est de savoir pourquoi ça résonne en nous, certains acteurs, certaines émotions spécifiquement. Moi, aujourd'hui, je me sens moins proche de Devers pour la simple et bonne raison que je me suis éloigné de cet aspect abîmé, névrotique, on va dire, du profil d'une personne qui n'arrive pas à vivre la vie sans la subir, en quelque sorte. Donc, je prolonge le mail. Dans tous ses rôles, je pense qu'il ne jouait pas la comédie, il était juste lui-même. Comme dit Pierre, ça reste à prouver. Ce n'était probablement pas un vrai acteur. Il n'a pas joué d'autres rôles différents de lui. Car peut-être n'aurait-il pas su le faire. Alors en général, on distingue l'acteur l'acteur de cinéma et l'acteur de théâtre. En général, les acteurs du cinéma, c'est des personnes qu'on prend déjà pour une gueule, un visage, parce qu'il est... exacerbé par la caméra en tant que tel. Donc généralement, Delon joue Delon. Devers joue Devers, Depardieu joue Depardieu. Les acteurs, on peut leur faire rejouer 1000 fois une scène pour extraire ce qu'on veut obtenir d'eux, mais généralement, c'est quand même moi je trouve que c'est une discipline qui fait plus appel à quelque chose de déterminé déjà de base. Après, il y a des acteurs, même quand on prend De Niro, qui fait partie de l'acteur studio, le mec qui se met en scène et qui finit par rentrer dans la peau du personnage en l'incarnant avant le film, en étant, par exemple, dans Taxi Driver, taxi pendant 3-4 mois à New York, alors qu'il était déjà oscarisé à cette période-là, où il a fait le véritable métier de taxi, mais ça reste De Niro quand même, je veux dire. Hein, il a beau jouer le diable, il a beau jouer l'ange, c'est quand même rare. Il joue rarement le rôle d'un mec qui est foncièrement sympathique. Et on l'imagine bien être comme ça dans la vie réelle. D'ailleurs, il a fait des sorties politiques en disant qu'il faudrait tuer Trump. Enfin, je veux dire, quelle que soit la personne à tuer, hein, c'est pas le sujet, c'est la volonté de meurtre, hein, globalement. Donc ça correspond bien, je trouve que le personnage correspond bien à l'être. Pour revenir au mail,
Bon, il n'était pas non plus en recherche de se sauver par le biais du cinéma. Ah mince, j'ai sauté, excusez-moi. Hein. Dans tous ses rôles, je pense qu'il ne jouait pas la comédie, il était juste lui-même, ce n'était probablement pas un vrai acteur. Il n'a pas joué d'autres rôles différents de lui, car peut-être n'aurait-il pas su le faire, ça je l'ai dit. Il n'a pas cherché à faire carrière dans le cinéma, ça j'en doute, hein, parce qu'il était toujours déçu de ne pas obtenir de prix, hein, prétextant à ses amis qu'il risquait de se suicider d'ailleurs parce qu'il n'obtenait pas de César. Ça lui a beaucoup nui apparemment, sur le plan psychologique, il en avait fait état plusieurs fois, hein, vidéo à l'appui d'ailleurs. Comme il l'aurait dit lui-même, il s'en battait les couilles. Ça j'en doute. Hein. Je sais pas d'où tu tiens tes sources, Maëva, mais pourquoi pas, hein, ça a pu lui arriver d'avoir ce type d'éclat. Donc, il devait être conscient qu'il était déjà mort depuis longtemps, et le suicide a certainement été la meilleure des délivrances. Tu dis, Pierre, qu'il n'a pas pensé à sa fille, je pense l'exact contraire. Il a mis fin à son absence en tant que père, et il n'a pas pu incarner ce rôle-là. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre, la fin de ce message? Eh bien que le père peut se caractériser par cette violence-là. C'est quasiment même habituel. Je pense à Devers comme à Depardieu dans Les Valseuses. C'est un film d'une violence incroyable et une violence quand même qui détermine la femme dans un rôle qui n'est pas très valorisant. Et Miu Miu accepte de jouer ce rôle-là. Et Miu Miu est quelque chose qu'effectivement, il a choisi pour être dans sa vie. Il y a quand même quelque chose dans la virilité, dans Les Valseuses, extrêmement brutal vis-à-vis du féminin. Et quelque chose de cette force qui, dans le fond, était érotique pour la femme, certaines femmes qui trouvent peut-être une sécurité ou une manière de manipulation qui est réservée à la prévalence du corps sur l'être, qui est une fragilité, on en a parlé souvent. Mais quand tu dis sur Devers, il se trouve que j'avais été, on en avait parlé, impliqué quand j'étais en quatrième et en troisième au cours Atmer-Prigné, qui était près de la place Clichy, et il s'est trouvé que j'ai été dans la même classe que Dominique Morin, qui était le frère de Devers, puisque c'est la Mado Morin, leur mère, qui était le vrai homme de la famille. Et donc j'ai pu voir de près, je ne l'expliquais pas à l'époque de cette manière-là, mais ça m'avait étonné de voir cette espèce de sentiment d'anéantissement de ce garçon, puisque que je fréquentais quotidiennement, évidemment, quand on est dans la même classe. Et il avait déjà fait, Dominique, de la télévision, il avait assez bien réussi. Ça n'a pas donné, plus tard, il n'a pas eu la renommée de son frère. Mais Mado Morin était connue pour être une espèce de coach qui a complètement fait disparaître la femme en elle en créant l'objet de représentation qui allait servir son projet de puissance, qui était de voir monsieur machin, d'être dans le milieu du cinéma et du théâtre, et de placer déjà tout jeune ses enfants dans ce monde-là, qui n'était que l'objet. Je veux dire, la relation maternelle, c'est quelque chose qui était conditionné par l'utilité de chacun dans son rôle, et on dirait dans ce personnage. Je soupçonne Devers, d'ailleurs, de s'être suicidé comme on se suicide au cinéma. Il n'aurait pas été étonnant qu'il se suicidât et puis qu'il se réveillât le lendemain matin dans sa chambre tranquillement. Il était habité, je veux dire, par le fait qu'il était confondu pour sa mère à un personnage et qu'ils étaient tous totalement soumis à cette vision maternelle de la disparition de toute réalité de l'identité dans son développement personnel. Et elle ne les considérait que d'une manière utilitaire. Et c'est vrai qu'on le sentait chez Dominique d'une manière assez effacée. C'était un garçon qui était effacé. Il parlait pas, il m'avait frappé pour ça, pour cet effacement. Donc, dans le fond, encore une fois, le véritable moteur
et organisateur du destin de chacun, et dans le background, je dirais, et derrière, est masqué. Rien n'est dit, je veux dire, jamais, quoi. Tout est simulé. Mais il s'agit de mettre en place, pour échapper à ce qui détermine dans l'être votre fragilité, eh bien, il s'agit de mettre en place les conditions de cette disparition, qui est l'ambition, la politique, les idées, tout ce qu'on veut, mais on met en œuvre une extraordinaire pièce de théâtre, puisqu'Hugo, quand tu parles de personnage à juste titre, la disparition de la personne dans le personnage, c'est bien une extraordinaire pièce de théâtre qui existe. Et en même temps, on met en place les conditions imposées à l'enfant pour bien sentir qu'il n'est quelqu'un d'important que dans la mesure où il est quelqu'un d'autre que lui-même dans l'objet. Et il se soumet à l'objet, c'est la tradition, c'est la culture familiale, c'est la bourgeoisie, c'est tout ce qu'on veut. On a des millions et des millions d'exemples. Mais là, pour cette famille-là, je ne peux pas arriver à détacher cette centralité de beaucoup de gens qui ont connu Mado Morin, qui était un homme, c'était quasiment dans sa violence et dans sa volonté qu'elle transmettait à ses enfants. Par le désespoir et l'errance d'un Patrick que je n'ai pas fréquenté, mais de Dominique qui se sentait en lui fortement. Et je veux dire, ces choses-là ne sont pas dites, elles sont toujours cachées. C'est parce qu'elles sont cachées qu'elles vont être gagnées en puissance à avorter de sa propre vie et de soi-même et d'en arriver à se suicider d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on sent qu'on ne peut pas évacuer l'être qui est le vivant et que le vivant en soi sera toujours plus puissant dans la réalité cachée que dans ces personnages. Et Devers, dans le fond, je le disais à Maïva, mais Devers, c'est un homme ordinaire. Cet exemple-là, on le voit partout et tout le temps. Après qu'il y ait du cinéma, qu'on fasse des choses, c'est tout à fait secondaire. Cette vérité derrière le personnage, c'est valable pour tout le monde et même pour nous-mêmes. Donc c'est ce chemin vers soi qui est l'équilac de l'éka, disent les Hébreux, c'est-à-dire va vers toi-même. Il est très curieux dans la tradition hébraïque d'ailleurs, que l'on puisse considérer qu'il y avait à l'origine, a dit à Abraham, le père du peuple, lui a dit « Va, pars, lève-toi vers toi, va vers toi ». Et vers qui va-t-on quand on se suicide? Vers son bourreau? Oui, exactement. On accomplit ce projet-là. Et c'est le but de sa vie à lui et qui justifiait toute sa vie. Tu as raison, Hugo, c'est d'avorter de lui-même et de tout ce qu'il y avait de vie en lui et d'obéir absolument à cette volonté du bourreau qui était pour qui, je pense que je la vois comme ça, Mado Morin, toute vie était insupportable. Et que c'est cette disparition d'elle-même dans le féminin et dans son rapport au masculin, je n'ai pas la preuve, mais je sens que quand même il se jouait quelque chose qui était une contestation de ses propres enfants dans leur virilité, dans leur masculin. Parce que Maëva, elle soulève l'idée que le rapport du suicide à Devers est lié à sa fille, et toi, pour toi, il est lié à sa mère. Ah oui. En fait, c'est la balle perdue est pour la fille, mais la personne visée est la mère, donc. Je pense que quand on réalise l'objet en soi qui fait que l'on disparaît de par le désir de sa mère, eh bien, ou de son père, eh bien après on est absent pour ses enfants et pour soi-même, puisqu'on est absent pour soi-même. Le grand travail peut-être, c'est de revendiquer la vie, même si c'est désordonné, et ce cheminement vers soi que je trouve toujours quelque chose de fondamental, parce qu'il est générateur de vie avec autant de puissance que par nos choix, on peut être générateur de mort et de l'avortement en soi, aussi des autres. Il faut croire que
c'est aussi par les transferts inévitables, cet avortement de soi et cette réduction de l'être à l'objet est transmis aux autres d'une manière puissante dans l'éducation ou une présence ou une absence, je veux dire, puisque ne pas être à soi-même est une absence probablement, qui fait que l'enfant lui-même va être conduit à une séparation, c'est-à-dire une très grande solitude, parce que on ne peut pas éviter qu'un père et une mère soient un père et une mère qui soient quelqu'un d'important pour l'enfant. Et en parlant de ça, on a une deuxième partie du mail de Maëva qui peut correspondre un petit peu à ce que tu es en train de dire. Alors, l'autre sujet abordé est l'amour et l'enfantement. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont pour la plupart indépendantes financièrement. Les hommes ne sont plus obligés de prendre le rôle de chef de famille. Alors, former un couple à notre époque est basé sur l'amour ou malheureusement l'illusion d'aimer. Et on voit bien que cela conduit vers beaucoup de séparations. Ne vaudrait-il pas mieux, Pierre, je te pose la question, vivre séparés et partager les moments heureux, sans pression de part et d'autre? Signé Maëva. Oui. Quel est ton avis sur la question? Mon avis, c'est que qu'est-ce qu'elle entend par séparation? On peut être très loin physiquement de quelqu'un, tu le disais pour la mer de verre, où c'est valable pour tout le monde, et que la prégnance du père ou de la mère soit décuplée par l'absence. C'est ça qui est terrible d'ailleurs. C'est qu'on peut être absent et dans une réalité de présence plus puissante que si l'on était vraiment absent. Oui. Sa libération, c'est autre chose dont on parle. Donc il faudrait demander à Maëva ce qu'elle veut dire par séparation. Je pense comme elle que c'est une clé, la séparation. Bon, je pense que de façon simple, elle veut dire vivre chacun chez soi. Pourquoi pas? Mais vivre chacun chez soi, ça peut avoir comme conséquence d'une présence plus importante que si on était chez la personne. C'est ça, si on était réunis sur le même espace. Ça peut être l'intention, par contre, de la séparation, est une intention qui est extraordinairement positive en ce sens que c'est toujours dans le rapport à soi-même qu'est le chemin. L'autre, je veux dire, est quelqu'un d'important, mais dans cette séparation, quand on ne projette aucune volonté de disparition et d'appropriation dans cette pathologie-là, où il vous réunit dans l'absence de soi. Et dans le fond, quand l'autre, si on parvient à le contempler, je veux dire, c'est-à-dire à avoir cette distance, on peut dire que cette séparation est créatrice de quelque chose dans sa propre naissance. Mais c'est pas une question de présence physique. Si on le réalise alors que quotidiennement, quand tu vis avec quelqu'un et tu as une famille, c'est quand même plus simple de vivre ensemble pour tout un tas de raisons. Mais tu peux vivre avec quelqu'un, être chargé de famille et puis être absent dans le couple et comme père aussi. C'est ce qui m'est arrivé. Pour moi, j'étais puissamment déterminé par mon absence. Voilà, donc je peux en parler, je la connais bien. Parce qu'elle veut soulever l'idée qu'avant, les couples duraient, mais à contrario d'aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont basés sur l'amour. Donc avant, ils étaient basés sur quoi pour tenir, dans le fond? Sur l'intérêt. Ben oui. Voilà. Oui. C'était presque une nécessité. Quand on pense à la pauvreté du monde d'avant, et les contraintes économiques et sociales, c'était nécessaire de trouver un mari pour une femme. Et elle pouvait être dans sa fonction de mère, mais pas dans sa réalité de femme. Et c'était une manière aussi de mourir. Mais c'était renforcé par cette nécessité dont tu parles. Mais c'était une absence aussi. Une absence presque radicale et qui est très importante parce que la dimension tribale et animale intervient dans cette absence. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix et ton choix et ta vision n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ta survie. Donc, tu vas jouer un rôle qui n'est qu'un rôle de la mère, de l'épouse, etc.
Aujourd'hui, évidemment, on n'est plus obligé, elle a raison Maëva, de le jouer de la même manière, et tout explose. Et on se retrouve dans une solitude, parce que tous ces schémas-là ont explosé. Mais qu'est-ce qu'on a mis à la place ? Eh bien, on a mis à la place une espèce d'idéologie du monde tel qu'on veut qu'il soit. La dite libération de 68 arts. Qui a donné les valseuses, notamment ? Qui a donné les valseuses, on y revient. Et une espèce d'impossibilité de vivre dans l'être. C'est ça que je trouve étonnant, c'est cette impossibilité de l'être. Nous devons être contraints et accepter notre survie à travers cette contrainte d'une manière différente. Il se trouve que l'aspect tribal existait dans les contraintes économiques et qu'il existe aussi dans une apparence de plus grande liberté. Oui, mais finalement, donc, les formes changent parce qu'elles étaient déterminées par l'intérêt. Elles le sont toujours. Tout est déterminé par l'intérêt, donc les formes s'adaptent. Mais et les enfants dans tout ça ? Parce que finalement, l'issue du couple, ça reste l'enfantement. Et qu'est-ce qui protège l'enfant si ce n'est la famille ? C'est pas la question. L'enfant, c'est l'objet utile. Comme tu le dis, qu'est-ce qui protège le couple ? C'est l'enfant. Mais il le protège et il le justifie. C'est-à-dire le rôle de la mère, qui justifie sa vie, c'est la disparition de la femme dans la mère. Chose impossible à faire. Moi, je pense que toute ma souffrance d'enfance vient du fait que ma mère n'a pas difficilement supporté de disparaître dans les conventions, ouais. Dans la fonction. Tu as raison. Elle était, en devenant mère, parce qu'à cette époque-là, c'était encore vrai, en devenant mère, elle justifiait le fait qu'elle n'a pas existé comme femme. Mais elle ne le disait pas, elle ne le savait même pas. Elle pouvait se dire, je ne suis pas vraiment une bonne mère, mais j'ai très bien ressenti un rejet de moi et de ma sœur. Ma sœur me disait, j'ai l'impression d'être né dans une tombe. Dans un catafalque, d'être emprisonnée, c'était ses cauchemars. Mais elle n'avait pas tort, parce que dans le fond, c'est ça l'avortement. Alors c'est pas physique, mais je verrais, il y a moyen de tuer d'une manière psychologique et psychique, c'est certain. Et dans le fond, cette frustration d'avoir disparu dans la femme, eh bien, va avoir des incidences sur la mère. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister dans le lien avec ses enfants qu'à travers l'effort qu'elle fait de sauver les apparences. Elle va sauver les apparences, mais la mère a disparu aussi. Donc, tu vois que ce cheminement et cette volonté de naître à soi-même est le commencement de tout, y compris de la mère, du rapport à l'amoureux ou à l'amoureuse. Ou du père aussi, qui disparaît dans la fonction de patriarche. Bien sûr. C'est le commencement de tout, passe par cette naissance à ses propres yeux. Parce que si ma mère s'était posé la question, qu'est-ce qui m'empêche d'exister comme femme ? Je ne sais pas, faire de la peinture, des études, ce qu'elle veut. Mais elle a pensé que tout était résolu dans la maternité et justifiait sa vie. Et cette justification était aussi la justification de sa mort. Et je veux dire, qui a payé à l'arrivée ? Je le mets entre guillemets, le mot payer, c'est les enfants qui ont payé. Je veux dire, et c'est pas la bonne question. C'est pas qu'elle a été une bonne mère, c'est qu'elle a été une mauvaise mère pour elle. Elle ne s'est pas accompagnée, elle n'a pas pris soin d'elle-même, elle n'avait aucune ambition. Et on l'a vu souvent, hein, Hugo, dans le fond, la détestation de soi, c'est le meilleur moyen de mourir à soi-même. Et du coup, ça fonctionne toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire que si une personne donne naissance à un enfant et que cela provoque une frustration en lui de ne pas se réaliser en soi, est-ce que c'est forcément induit par ses propres parents, par le comportement qu'ont eu ses propres parents envers soi-même ? Sûrement.
Parce que c'est jamais de la faute de l'enfant en tant que tel, Oui. mais de Non. la perception qu'on se fait de Ouais. ce que l'on perd de nous quand on devient parent. Mais regarde comme les femmes, quand elles accouchent, la plupart du temps, mais elles sont aux anges, comme si elles avaient accouché de la vie. C'est dur ce que je vais dire, c'est dur, mais je pense qu'elles ont accouché de la mort en disparaissant dans cette naissance, pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui est générateur de mort. Là, on dit que c'est la vie même. Parce qu'elles font le transfert. Oui, c'est ça. C'est ça. Sur la représentation, elles se sentent femmes quand elles représentent une mère aux yeux de la société, aux yeux de leurs parents, aux yeux de la norme. Mais c'est pas possible. La vérité, la réalité, le vivant a ses lois absolues. Tu peux pas faire semblant. Alors, on est dans le personnage de Vers, etc. Ça rejoint le personnage. Je veux dire, c'est une forme de, comment dire, d'accouchement, de maïeutique, on dirait Socrate, d'accouchement de la mort. Et c'est ça qui est terrible. Comment peut-on se réjouir d'accoucher de la mort? Alors, la vie qui est intrinsèque à la naissance va se rebeller et va évidemment revendiquer, mais dans une extrême confusion. Rien ne sera clair. Tout sera confus. Parce que jamais tu diras que ta mère a accouché de toi comme objet. Jamais tu le diras. Et si tu le dis, c'est une séparation. Maëva parle de la séparation. C'est celle-là qui est importante. C'est-à-dire se séparer, c'est être vraiment accouché de soi-même. Oui, après la forme que la famille vive au même endroit ou séparée physiquement, après tout, c'est superficiel. Oui. Ça, cette forme, elle se détermine par le fonctionnement de la société vis-à-vis des normes en place, vis-à-vis de la volonté propre de l'intérêt collectif. Oui. Donc ça, au final, c'est pas important de savoir. Non. L'essentiel, c'est d'apprendre à aller vers soi-même, quelle que soit la forme qu'empruntera la famille. Mais en même temps, comment réussir à avoir à ce qu'il existe une famille qui soit quand même un cadre protecteur nécessaire à l'enfant pour être, mais en même temps qui ne soit pas étouffant et qui permette à l'individu d'exister. Si on doit, dans le fond, si on veut être heureux, accoucher de soi-même, eh bien, ce projet en lui-même fait que sa famille n'est plus sa famille. C'est bien un rapport entre soi et soi. C'est un événement qui ne peut pas être familial. Et il y a dans l'Évangile, d'ailleurs, une parole qui est étonnante de la part de quelqu'un qui parle que d'amour. À un moment donné, Jésus dit qui ne hait pas sa père et sa mère ne peut pas me suivre. C'est-à-dire, il y a quelque chose de la naissance de soi qui est une séparation de ce lien du désir des parents qui va être évidemment dans sa réalité le même lien et le même avortement de soi que l'avortement d'eux-mêmes. Mais du coup, la naissance, dans le fond, sur le plan symbolique, ça reste, et même pratique, ça reste une séparation dans le fait que l'enfant quitte la mère, et par le fait de sectionner le cordon ombilical, qui était un lien direct. Il est beau comme lien, c'est-à-dire de penser que c'est c'est ce qui devrait être. Il est naturellement magnifique. Et c'est ce qui est contesté toujours par qui? Par la détermination de sa puissance en soi, comme dans la maternité, comme dans la paternité. Comme volonté d'appropriation. Oui, exactement. Donc on recrée le cordon ombilical et il est insécable dans la réalité, alors qu'il paraît normal, évidemment, dans l'ordre des choses, et il l'est d'ailleurs, il faut couper le cordon ombilical. Et c'est vraiment la chose qui ne peut pas être coupée. Et je le répète, je suis désolé de le penser, que ne pas le couper, c'est générer la mort et faire naître la mort.
et d'une certaine manière la chasser de soi-même. Parce qu'il y a cette donnée pour la mère, la femme disparue dans la mère, qu'elle dans l'enfant, il y a quelque chose de naturel qui exclut l'enfant et qui est dans le regard et dans la psychologie, sans qu'elle dira le contraire, bien sûr, eh bien, je veux dire, est une disparition de l'enfant dans l'objet, on en parle assez, mais qui fait que la mère s'éloigne, que la femme s'éloigne de la mère pour naître à la femme. Et donc quelques auditrices pourraient quand même se dire quel monomaniaque, c'est toujours la faute de la mère. Et le père dans tout ça, quelle est sa part d'appropriation? Parce qu'elle peut être conséquente. Hein. Ah oui, oui, moi, je oui, la concède largement à titre oui, personnel. Ah oui, oui. Donc, oui, mais c'est la disparition de la mère pour la femme. Oui, et la mère sert à tuer la femme et l'avorter d'elle-même. C'est la femme qui est dans cette logique dont tout le monde se réjouit, qu'est la naissance, l'accouchement. C'est une histoire de mort, c'est pas une histoire de vie. Oui, mais il y a la disparition de l'homme dans la notion de père. Alors, oui. Tu veux en parler? Non, pas particulièrement. Je voulais dire, c'était pour équilibrer un peu les charges, parce que, comme je te disais, il y avait... Les auditrices pourraient se dire, il est monomaniaque, après tout. Oui. Tout est à la charge de la mère. Non, pas du tout, mais... Parce qu'elle est à la conception de l'enfant. C'est la mère qui va éduquer son fils, d'une certaine manière. C'est-à-dire, elle est dans l'obligation de désamorcer dans sa puissance. Pourquoi c'est un fils? Hein, Pierre? Oui, c'est vrai, ça. Oui, je pourrais avoir souhaité, mais l'exemple de mes sœurs ne m'incite pas à préférer d'avoir été une fille. Curieusement, cette absence de la mère a fait, pour mes sœurs, quelque chose de très dur à vivre. Elles sont arrivées à le vivre. Et c'est très curieux, parce que dans le fond, regarde dans la réalité, comme la réalité est terrible, dans le fond. Si on veut bien s'y arrêter, mais on peut faire en sorte qu'elle aide à la cécité, si je puis dire. Regarde ma sœur, dans le fond, à l'époque, ce qui a valu une rupture, comme entre elle et moi, la petite dernière, elle était infirmière, elle avait des choses à réparer. Bon. Et quand ma mère est tombée malade, à la Seine-sur-Mer, je lui ai dit, j'ai passé beaucoup de temps à lui dire, ma sœur, c'est le médecin pour qui te donne du travail qui a décidé de l'hospitaliser pour quelque chose d'anodin. Hein. Ouais. Mais il faut éviter de la faire opérer dans l'hôpital La Seine-sur-Mer. Qu'elle aille à Marseille, à Toulon, à la rigueur, mais ça peut-être Toulon d'ailleurs, à Marseille, dans un grand hôpital. C'est vrai que c'est pas une grande opération, et j'ai passé un temps infini à lui dire, mais c'est risqué, parce que le chirurgien qui finit à la Seine-sur-Mer, c'est pas le meilleur. Et je sentais qu'il y avait quelque chose dans la préparation du meurtre de sa mère qui était quelque chose d'important pour elle. Elle n'avait aucun argument. Même elle me disait, oui, tu as raison. Mais après, elle trouve des raisons de les dire. Et dans le fond, c'était une opération chirurgicale anodine, disaient les médecins. Et elle a laissé sa vie. Elle a laissé la vie parce que c'était un truc qui était très risqué dans le lieu où elle l'a pratiqué. J'ai passé beaucoup de temps à lui dire, mais non, il ne faut pas qu'elle se fasse opérer là. Même si ça a l'air d'être anodin, ce n'est pas les meilleurs chirurgiens qui se retrouvent là. J'ai mis du temps. Et il y avait quelque chose d'inexorable dans la possibilité on pourrait dire, de tuer la mère, comme on dit, de tuer le père. Et le père, d'ailleurs, brillait un peu pour son absence, qui était là, c'était pas un manque de personnalité, il avait une personnalité, mais pas dans cet ordre-là, pour les raisons dont on parle souvent. Mais la mère a accouché de la mort, et en la tuant, c'était comme si on exorcisait cette mort pour commencer à vivre, parce qu'on n'a pas eu la permission de vivre. Dans le quotidien, il y a des faits qui ne trompent pas, et qui vont, disons, contredire totalement l'image sublimée qu'on se fait des choses. La bonne épouse, la bonne mère, la naissance, tout le monde est heureux, quel bonheur, etc. Tout ça va être contredit par le réel, et on ne va pas comprendre.
Et je pense qu'il y a une explication du réel qui vient donner une connaissance de tout ce transfert qui se fait dans le rapport aux autres. Dans le fond, elle était infirmière, elle connaissait bien le médecin qui a ordonné cette chirurgie, elle était dans le milieu. Oui. Ça lui a permis d'être aveuglée d'une certaine manière, qui est pour elle une conscience, dans le meurtre organisé de sa mère. Mais on ne le dira jamais. C'est absolument invisible. Cette dimension meurtrière en nous, elle est la conséquence de cet accouchement qui est en fait le meurtre organisé de la disparition de la femme. Oui, et tu le disais à propos de l'homme, Hugo, mais c'est la même chose. Ce qui est extrêmement puissant dans la définition du couple, c'est cette relation du masculin et du féminin. Là intervient le père et la loi du père qu'il faut considérer comme étant un des éléments de l'impossibilité pour la femme d'être une femme, parce que l'homme va se présenter comme quelqu'un de dominant et, tu disais, appropriatif, oui, du destin des autres. Et dans la vie sociale, c'est ce qui se passe. Dis-moi si c'est ta vie, mais on attend de l'homme, et la première, c'est la mère, va attendre de son mari et de son père qui prennent les choses en main, qui décident, qui soient dans l'action, dans la force. Mmh. L'homme est conçu dans cette force-là qui ne lui ressemble pas du tout. Mais s'il n'est pas ça, il n'est plus rien. Et je crois que cette responsabilité dans la disparition de la femme, et c'est la responsabilité de la loi du père dans le fait que la femme ne pourra jamais exister que comme mère. C'est la loi du père, c'est la loi tout court, c'est la loi sociale, la loi économique, etc. C'est un ordre qui définit le rôle des personnages et qui est une immense pièce de théâtre, tu le disais pour Devers, dans ce que doit être le père dans sa force, la mère dans l'obéissance et la soumission, elle était économique et sociale à une certaine époque, et que chacun n'a pas la permission de la société, de l'intérêt à être lui-même. Il ne peut être que le personnage dans la place que la société et l'économie va déterminer. Et la famille. Et la famille qui est tout à fait captive de cet intérêt-là et de cette organisation économique. Qu'en penses-tu ? Très intéressant. Mais je pensais à l'histoire de ta sœur, c'est comme une dissymétrie de l'Oedipe finalement. Elle, en tant que femme, elle a tué la mère, qui, pour l'homme, est de tuer le père. Donc finalement, est-ce que c'était dans l'idée d'un rapport incestueux avec ton père, ou c'était symbolique, j'entends ? Oui. Ou simplement dans un projet de vengeance, ou comme tu dis, de naître à soi et de sortir de ce cercueil dans lequel elle cauchemardait régulièrement. Ça n'a qu'une valeur de symbole, parce que la mère va exister d'autant plus qu'elle aura été l'objet de cette vengeance. Oui. Ça ne la fait pas disparaître du tout, au contraire. Mais ça, tu l'as jamais formalisé auprès de ta sœur ? Non, j'ai trouvé qu'elle était... Et que c'est très curieux, parce qu'à un moment donné, cette propriété-là de Seine-sur-Mer, qui était magnifique sur les hauteurs, évidemment, la disparition de mes parents est devenue un héritage. Et il est très curieux de voir qu'elle a essayé, qui était une femme, qui est toujours une femme bien, ça n'a rien à voir, à mon avis, c'est ce que j'appelle la pathologie qui contredit la réalité de l'être, justement, en chacun de nous. Eh bien, elle a essayé d'avoir dans le partage, à bas prix, la maison et la part des terrains. Il y avait 6 000 m² sur les hauteurs, un mât provençal, d'une certaine manière. Et c'est la notaire qui lui a dit non. C'est pas honnête de faire ça. Vous devez abandonner ce projet. Et cette réalisation personnelle dans l'avoir, je dirais, on passe dans le domaine économique, dans la possession et dans la puissance, eh bien, elle n'est pas étrangère au meurtre de la mère, etc. Et à cette
puissance à tuer, dans le fond. Pourquoi ? Parce que c'est une justification du meurtre de soi, par soi. Et c'est certainement ça qui me paraît important, c'est que quand ça se concrétise, au sujet des événements de l'existence qu'on pense pas toujours clairs, mais qui le sont puissamment, et qui sont toujours les symptômes d'une réalité. C'est-à-dire la réalité, elle est beaucoup plus vaste que le fait qu'il est curieux que ma sœur, comme infirmière, ne soit pas occupée de sa mère. Pose la question. Mais dans le fond, cette idée de propriété, cette idée de puissance, ce rapport à l'être, etc., et le problème de ma mère qui, faisait en sorte qu'elle ressentait que la femme, pouvait corrompre la mère et vice-versa, a fait qu'elle s'en est pris à la femme qui était en elle, au lieu de se dire qu'à cette époque-là, il était très difficile d'être une femme autrement que l'obéissance à la norme et à la loi économique et sociale. L'existence fait que tu es confronté toujours à cet impératif. Et quelle famille a eu ta sœur ? Plutôt, alors je ne l'ai pas suivi, puisque ça fait très longtemps que je ne la vois plus, mais je pense que ça a l'air de... Mais je n'ai pas de détails sur ce qu'elle est devenue, je n'ai pas de détails. Elle a eu 4 enfants, je crois. D'accord. Donc elle a eu pas mal d'enfants, une vie de famille. J'espère, je peux espérer que c'est symptomatique chez vous. Des choses heureuses, oui, 4, c'est le nombre 4, symptomatique. Parce qu'elle avait quel âge au moment où ça s'est fait ? Oui. C'était en 82 à peu près, au moment où je me suis marié, enfin un peu plus, 84. Elle est née vers 60, les années 60. Oui, donc elle était jeune. Oui. Ah, c'était une jeune infirmière. Oui. T'aurais pu mettre ça. Elle devait être 35 ans, 35 ans, non ? 60, 70, 80, 20, oui, un peu moins, mais ça devait être plus. Je pense qu'elle avait la trentaine, quoi. Elle était jeune quand même, Et tu n'as pas eu l'occasion d'être en contact avec depuis ? Non. Mon autre sœur aînée, m'a appelé. Donc si elle m'appelle, je ne dirai pas non. Mais bon, elle ne va pas m'empêcher de penser autre chose que ce que je pense. Oui, mais ta sœur aînée, elle avait quel rapport à sa mère ? Elle était un peu rigide. Celle qui avait hérité de toute la... Non. Ça, c'était l'infirmière. C'était la plus jeune qui avait hérité de la maison. Là. Non, je parlais sur le plan du caractère. Ah oui, du mimétisme de coller à... Non, elle était en colère, quoi. Alors, elle s'est durcie très tôt. Je me souviens d'un moment où je lui ai amené une petite bague, j'avais 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, une petite bague, parce que, bon, je devais avoir... vers ma sœur, un Oedipe quand même très déjà. Et elle m'a dit, mais j'en ai rien à faire de ta bague. Et elle aurait pu faire semblant de trouver ça gentil, mais pas du tout. Et elle s'est énormément durcie, et après elle a grandi dans l'idée de personnage et de construire ce personnage, d'en faire quelque chose, je dirais. Et elle a fait le théâtre, elle a été au conservatoire d'art dramatique, où elle a particulièrement tout raté, sauf cette idée de la prévalence du personnage sur l'être. Et sa vie s'est construite comme ça. Elle n'a pas été à la hauteur dans le personnage non plus, ce qui fait qu'elle n'avait pas une grande ambition. Et je veux dire, à un moment donné, elle donnait des cours de piano parce qu'elle faisait aussi de la musique, de la peinture. C'est quelqu'un qui était versé dans les arts. Pour pouvoir vivre, elle a fait elle était claviste pour les journaux, des trucs comme ça, un petit boulot. Et je veux dire, un jour, il faisait moins 5 ou moins 10 degrés dans l'endroit où on habitait pas loin l'un de l'autre. Et mes enfants, c'était les 2 filles, ont été chez elle pour se réchauffer un peu, et elle n'a pas voulu les faire rentrer chez elle.
Ben, je lui ai dit, pourquoi ? Parce qu'il risque d'abîmer mon piano. Bon, de ce temps-là, on est resté fâchés. Mais tout ça, c'est des symptômes. Et des symptômes importants. Abîmer le piano. Ça veut dire que le vivant est un intrus. Il n'est pas pris en considération. Il n'est pas important, le vivant. Ce qui est important, c'est la soumission et la réalisation de l'objet dans la norme. La justification de la colère. Oui, exactement. Je pense que la puissance, d'ailleurs, a ses racines dans la colère. C'est pour ça que la colère que nous avons tous, à juste titre en plus, eh bien, elle est quand même une disparition de soi. Notamment dans l'acte du suicide. Notamment dans l'acte du suicide, et on revient à Devers, et pas qu'à lui, mais oui, le suicide, c'était quand même une violence incroyable contre le vivant. Mais même quand il a été un acteur, on aurait pu penser qu'il aurait satisfait à la demande de sa mère, Mado Morin. Et pas du tout, il était dans cette... Et je pense que son rapport à la femme qui était Miu Miu, et je crois qu'il était amoureux quand même d'elle, et à sa fille, ça a aggravé son désespoir d'une manière extrêmement puissante. Et je veux dire, c'est cette omniprésence de la mère qui lui a tout volé de son rapport et à sa compagne et à sa fille, qui peut-être lui a rendu impossible la vie. Et je crois que c'est plutôt cette impossibilité d'être père, qui a prévalu. Et je pense, j'essaye de comprendre ça, mais à l'image de sa mère castratrice, puissamment et puissante, quand il a réalisé le personnage, il a quand même perçu que l'essentiel avait disparu. Et l'essentiel, c'était pas réussir le personnage, mais réussir à être lui-même, ce qui est extrêmement difficile dans un monde violent, effectivement, qui est un monde tout orienté vers la naissance de soi, y compris par la mort pour celui qui croit, puisque quand on croit aussi que la mort est une naissance, mais c'est plus sûrement une naissance que la première naissance, oui. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Pierre. Oui. Le tour, on a voyagé aujourd'hui. Un petit peu, c'est vrai. Et ben voilà, Maïva, tu as ta réponse. Peut-être pas la réponse, mais la question. Les meilleures questions sont celles qui n'ont pas de réponse, n'est-ce pas, Hugo ? Exactement. Mais je crois que je viens de répondre à cette question. Donc bon, eh bien, à bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez. La porte reste entrouverte. Pourquoi, au fond du fond, il s'est suicidé ? Ça remonte à la petite enfance, selon vous ? Non, c'est pas la petite enfance. C'est la dans naissance. Le ventre de sa mère. Il est né dans le ventre d'une mère qui n'a pas cessé de pleurer pendant 9 mois. Pas cessé de souffrir pendant 9 mois. Parce que le père de Patrick n'a jamais reconnu cet enfant. Non. Et vous vouliez cet enfant ? Bien sûr, je le voulais. C'était l'enfant de mon amour, de mon plus grand amour. Je ne pouvais pas ne pas l'aimer, pas le désirer. Et vous pensez que la souffrance de Patrick a commencé là ? Mais bien sûr. On sait qu'une femme enceinte qui est malheureuse, elle donne à cet enfant qu'elle porte sa douleur. J'ai pensé même au suicide. Donc pendant 9 mois, je l'ai rendu très malheureux. Déjà. C'est la première raison de son suicide. J'ai vu l'enfer. J'ai peur sans arrêt. Je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord ? Bon, relax.